Écoutez, merci d'être venus nombreux ce soir pour écouter la conférence que va donner Éric Thiébaut. Éric Thiébaut est professeur à Sorbonne Université et en fait il officie à la station biologique de Roscoff, donc il est parmi nous dans nos murs toute l'année. Il est également directeur de l'OSUSTAMAR. Alors l'OSUSTAMAR, c'est un bien gros mot peut-être pour vous. Ça veut dire Observatoire des sciences de l'univers. Des stations marines. Alors les stations marines, ça comprend la station biologique de Roscoff, la station de Villefranche et la station Villefranche-sur-Mer à côté de Nice et la station de Bagnoul-sur-Mer à côté de Perpignan. Donc il est tout à fait son domaine d'expertise, c'est donc l'observation. Alors je ne vais pas raconter ce que c'est que l'observation à sa place. Ici, on a un observatoire de l'océan et donc l'objectif de cette conférence est un peu de vous parler de les observatoires de l'océan, leur rôle, le changement des environnements et notamment en Bretagne, entre autres. Et donc, je vais laisser Éric vous présenter un petit peu sa conférence et après, il répondra à vos questions. Voilà. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Marielle. Donc bonjour à toutes et à tous. Et donc voilà, comme Marielle vient de vous le dire, donc je suis directeur de cet observatoire, donc l'OSUSTAMAR, donc qui regroupe Roscoff que vous voyez ici, Villefranche-sur-Mer et Bagnus et la Maison-Mère, donc le siège Sorbonne Université qui est basé à Paris. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'observatoire de l'océan et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi on observe l'océan, comment on observe l'océan et quelles sont les innovations technologiques de ces dernières années qui permettent, j'espère, de mieux appréhender l'océan, de mieux appréhender son évolution. Et puis, je m'appuierai, je ne vais pas vous montrer que comment on observe, mais j'ai essayé de vous montrer également comment, avec ces méthodes, on peut obtenir des résultats et mieux décrire les évolutions. Donc, on va commencer par le pourquoi. Et puis, vous ne pouvez pas avoir échappé à la COP28, qui s'est terminée il y a 2 semaines maintenant. Et donc, le pourquoi de l'observation de l'océan, ça repose en partie sur le changement climatique, de mieux en mieux documenté. Et pour vous illustrer l'ampleur du changement tel qu'il s'est déjà produit et tel qu'il devrait se produire dans les prochaines années ou décennies, je me suis appuyé sur différents rapports du GIEC, donc le groupe d'experts internationaux dédié à l'étude du climat, que l'on appelle en anglais International Panel for Climate Change, donc IPCC, mais en français, c'est le GIEC. Alors, le changement climatique, bien c'est quoi? Ici, vous avez représenté l'évolution des températures au cours des 2000 dernières années, donc depuis l'an 1. Alors, on mesure la température à l'échelle du globe depuis le milieu du 19e siècle, à peu près. Donc, de 1850 à aujourd'hui, en trait noir, vous avez ce que l'on observe, ce qui a été observé. Et puis, avant, on n'avait pas d'observation régulière et on utilise des données paléo-environnementales, des données paléoclimatologiques qui permettent de reconstruire les températures des temps passés en analysant des carottes de glace, par exemple. Et donc, on peut reconstruire le climat passé de l'an 1 à l'an 1850. Et puis, sur ce graphe, vous n'avez pas les températures observées, mais vous avez l'écart par rapport à la moyenne. Et donc, vous voyez que ça a un peu bougé de l'an 1 à 1850, autour du zéro, mais voilà, avec des périodes un peu plus chaudes, des périodes un peu plus froides. Mais ce qui est assez remarquable, c'est l'augmentation au cours des dernières décennies, qui fait qu'aujourd'hui, on a des températures à la surface du globe qui sont plus élevées que ce que l'on n'a jamais vu depuis 2000 ans. Et puis, avec les données paléo-environnementales, on peut également décrire les variations de température au cours des 100 000 dernières années. Et vous avez ici la gamme de variations de température au cours des 100 000 dernières années. Et vous voyez qu'on est au-dessus. Donc aujourd'hui, on a des températures jamais vues depuis 100 000 ans. Alors, pourquoi c'est
forte température, eh bien pour cela, on peut passer à des modèles. Et les climatologues, dont je ne fais pas partie, ont développé des modèles numériques très sophistiqués qui permettent de rendre compte du climat passé et du climat futur. Et si on prend ces modèles, eh bien, vous avez représenté ici, de 1850 à 2020, l'évolution des températures simulées par ces modèles, c'est le trait marron, et puis les températures observées, c'est le trait noir. Et force est de constater qu'au moins sur le passé, ces modèles fonctionnent très correctement. Alors vous allez me dire, mais ces changements, à quoi sont-ils dus ? L'intérêt avec un modèle mathématique, c'est qu'on peut décider qu'on met à zéro certains forçages. Et on peut considérer que la variation du climat ne résulte que de facteurs naturels, des éruptions volcaniques, des variations de l'activité solaire, et on ne considère pas l'augmentation des gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Et si vous faites cela, eh bien, votre simulation donne ceci. Donc le climat, il aura un petit peu changé. Après des fortes éruptions volcaniques, on a des refroidissements. Mais globalement, on n'a pas de réchauffement. Donc si on veut voir un réchauffement, il n'y a pas de mystère. Il faut inclure les émissions de gaz à effet de serre produites par l'homme. Donc ceux qui vous racontent qu'on ne sait pas bien si le changement climatique est d'origine anthropique ou non, vous mentent. Alors ça, c'est le passé et aujourd'hui. Alors maintenant, que se passe-t-il demain, après-demain, après-après-demain? Donc toujours à l'aide de ces modèles, et je m'excuse si certaines diapositives sont en anglais, mais tous les rapports du GIEC sont écrits en langue anglaise et je ne pouvais vraiment pas tout retraduire. J'ai tout expliqué en français et j'espère être suffisamment clair. Donc on peut simuler le changement avec une hausse globale de la température de 1,5 degré ou de 2 degrés ou de 4 degrés. Et puis vous voyez, il y a un code couleur. Bleu, c'est 0, et puis plus on va vers les marrons, plus on va vers les rouges, plus le réchauffement est important. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le réchauffement ne sera pas le même partout à la surface du globe. Quand on vous parle de réchauffement moyen de plus 1,5 degré, c'est plus 1,5 degré à l'échelle du globe, mais si on regarde là le plus 1,5, eh bien on voit bien que le réchauffement sera plus important dans les zones polaires et dans les zones continentales par rapport aux zones marines. Donc ça, c'est le futur. Alors, je vous ai parlé de changement climatique et je vous ai parlé d'augmentation de la température. Qu'est-ce que cela entraîne sur l'océan? Eh bien, sur l'océan, le changement climatique, ça va entraîner des changements de différents paramètres physiques, la température, l'oxygène, le pH, l'étendue de glace de mer, le niveau moyen de la mer. Ça va avoir des impacts sur différents écosystèmes, les coraux. Quelles forêts, ce sont les champs de laminaires. Rocky Shore, ce sont les estrans rocheux, comme on a devant chez nous. Et puis, le changement climatique, ça peut aussi impacter des services, les pêcheries, le tourisme, etc. D'accord? Ça, c'est les différentes choses que l'on peut observer, que l'on a déjà observées dans le passé. Et puis, ces observations, on peut les faire dans différents endroits du globe, l'océan Arctique, le nord de l'Atlantique, le nord du Pacifique, et ainsi de suite. Et puis, quand on regarde les changements physiques, soit ça a augmenté, soit ça a diminué, soit on ne sait pas très bien parce que par endroits ça augmente, dans d'autres ça diminue. Si vous regardez la température, hormis dans cette région des zones de poêling où on ne sait pas très bien, et puis dans le Pacifique tropical, sinon partout ailleurs, il y a eu des augmentations de température et c'est plutôt bien renseigné, bien documenté. Si vous prenez le pH, donc l'acidité de l'océan, eh bien, on voit que c'est très bien documenté, le pH a diminué, donc les océans deviennent plus acides. Si on prend le niveau de la mer, eh bien, c'est également plus ou moins bien documenté, mais le niveau de la mer a augmenté. Et puis, sur les écosystèmes ou sur les services, eh bien, on voit que les effets du changement climatique sont la plupart du temps négatifs, sauf dans l'Arctique. Et on comprend bien que dans l'Arctique, dans des zones extrêmement froides, le fait de gagner 2 ou 3 degrés peut avoir des effets bénéfiques, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, voilà, ce n'est pas devant nous, le changement climatique, c'est déjà visible au niveau de l'océan et au niveau des écosystèmes marins. Alors, si maintenant je me projette, quel sera l'océan de demain? Quel sera l'océan de demain? C'est beaucoup plus compliqué. Parce que, je vous ai dit, une grande partie du changement climatique des 150 dernières années, il est dû aux émissions de gaz à effet de serre, le CO2 que vous connaissez, mais également le méthane, certaines formes d'oxyde nitreux. Donc il y a plusieurs gaz à effet de serre. Et donc le changement de demain, il va dépendre de
quel comportement l'ensemble de l'humanité, hein, pas juste vous et moi, allons adopter. Est-ce qu'on est dans un scénario optimiste et d'ici 2030, 2050, on a atteint un maximum d'émissions de gaz à effet de serre et puis qu'ensuite ça diminue et qu'on arrête d'en émettre à l'horizon 2050-2060, ou on est totalement pessimiste et on continue comme aujourd'hui, c'est ce que les Anglais appellent business as usual, hein, le business comme d'habitude. Et puis là, on est dans le scénario le plus pessimiste. Et donc, les graphes que je vous montre ici, entre le bleu qui est le scénario optimiste et le rose-orange qui est le scénario pessimiste, la vérité est entre les deux. Et donc, eh bien, ce que vous voyez ici, donc, c'est ce que l'on a dans la période passée, donc 1950-2010 à peu près, et puis vous avez ce qui est prédit pour le futur dans un scénario optimiste et dans un scénario pessimiste. Vous voyez que pour la température, ça va de plus 1,5 degré à plus 4,5 degrés en global, hein, pas ici à Roscoff. Si vous prenez, ça c'est pour la température de l'air, pardon, si vous prenez la température de l'eau, c'est plus 1 degré à peu près à un peu plus que 3 degrés. Si vous prenez le nombre de jours avec des vagues de chaleur, vous voyez que ça peut aller de 5 jours à plus d'une dizaine de jours. Et si vous prenez, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais vous voyez que le pH peut être plus ou moins affecté. Et puis, quelque chose qui devrait quand même énormément nous alerter, hein, c'est l'élévation du niveau de la mer, puisque ça peut aller jusqu'à plus 1 mètre ou plus 5, plus 6, plus 7 mètres, sachant que même si on arrêtait aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, l'inertie du système fait que l'océan continuerait à se dilater et donc le niveau de la mer à augmenter. Alors, du coup, ça a quelles conséquences pour nous, cet océan de demain? Eh bien, trois résultats. Là, vous avez représenté aujourd'hui la carte de la production primaire, c'est-à-dire la production que l'on doit au phytoplancton, donc aux végétaux marins. Et plus c'est vert, plus ça produit. Donc vous avez des zones de forte production ici, dans le Pacifique tropical, vous en avez également dans l'Atlantique Nord. Et ici, vous avez le changement, positif ou négatif, de cette production primaire, selon un scénario optimiste ou selon un scénario pessimiste. Et vous avez un code couleur qui vous renseigne sur l'ampleur du changement. Donc quand on va vers les bleus, c'est un changement positif. Quand on va vers les orange-marron, c'est un changement négatif. Mais quand vous prenez le scénario optimiste, vous voyez que localement, la production va pouvoir diminuer un petit peu ou augmenter. En revanche, si vous prenez un scénario pessimiste, vous voyez que hormis dans l'océan Arctique, où on a une augmentation de la production primaire parce que la glace disparaît et que du coup le phytoplancton se développe mieux, ailleurs dans l'océan mondial, eh bien, la production a tendance à diminuer. Ça devient quoi du phytoplancton? Du phytoplancton, c'est des petites cellules végétales qui sont mangées par des petits animaux, qui sont eux-mêmes mangés par des plus gros animaux. Puis parmi les plus gros animaux, vous avez des poissons. D'accord? Donc résultat, si le phytoplancton baisse, la biomasse animale va baisser, et puis les pêcheries et les captures potentielles vont avoir tendance à diminuer. Ça, c'est sur le scénario pessimiste, mais sur le scénario optimiste, ça tend quand même à diminuer c'est de moindre ampleur, mais ça diminue néanmoins. Alors, il faut que vous ayez à l'esprit également que tous les écosystèmes n'ont pas la même sensibilité au changement climatique. Plus 1 degré ou plus 2 degrés, ça ne va pas avoir la même conséquence pour un écosystème et pour un autre écosystème. Et c'est ce que vous représente ce graphique, parce que ce graphique qui vous montre ici, sur cet axe vertical, l'augmentation de la température, donc pas d'augmentation, plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4. Donc selon que l'on est optimiste ou pessimiste, on va aller à plus 1,5 ou à plus 5. Et puis ici, vous avez différents écosystèmes. Et puis là, vous avez une explication de la couleur. C'est-à-dire quand c'est blanc, le réchauffement n'a aucun effet. Quand c'est jaune, il y a un peu d'effet. Puis quand c'est violet, c'est assez catastrophique comme effet. Eh bien, vous voyez que si on prend les coraux chauds, que vous avez forcément tous vu à la télé, les magnifiques récifs coralliens, eh bien, eux, ils sont déjà sensibles et déjà menacés par l'augmentation auquel on a assisté de plus 1 degré. Et puis, si on continue à augmenter,
probabilité de voir disparaître définitivement les coraux d'un nombre assez conséquent d'endroits sur la planète est élevée. Vous allez me dire, les coraux, c'est loin de chez nous, alors on va revenir ici, puis on va prendre les grandes algues. Ça, les grandes algues, vous les connaissez, il y a des goémoniers en face de chez nous qui les ramassent régulièrement. Les grandes algues, à plus 1,5 degré, elles vont commencer à être modérément impactées. Et puis dans les scénarios les plus pessimistes, la possibilité de conserver des champs de macroalgues importants au large de Roscoff tend à diminuer très, très sérieusement. Et puis au contraire, vous avez des habitats comme les plages sableuses qui, eux, vont être beaucoup moins sensibles et que la faune qui occupe ces habitats est plus tolérante et tolérera mieux plus 2, plus 3 degrés. Alors, je vous ai parlé climat. Il ne faudrait pas réduire les pressions qui s'exercent sur l'océan mondial au seul changement climatique. Et en fait, il y a un équivalent du GIEC qui s'appelle l'IPBES, qui, lui, s'intéresse non pas au climat, mais s'intéresse à la biodiversité et aux vivants, et qui s'est posé comme question dans un rapport de 2019, quelles sont les causes de dégradation de la biodiversité. Et ils se sont posé cette question pour les environnements terrestres, d'eau douce et marins. Alors moi, je vais me contenter que du marin, qui est représenté ici. Et vous voyez que le changement climatique, ça explique une partie de la dégradation de la biodiversité, mais pas que. Il faut aussi prendre en considération le changement d'usage des habitats, des sols. C'est par exemple l'urbanisation, c'est la construction de digues, c'est la construction d'un port, d'une marina, d'une route, que sais-je. Tout ce qui va vers l'artificialisation des milieux. Vous avez aussi l'exploitation des ressources, et ce n'est pas l'exploitation des ressources qui pose problème, c'est la surexploitation des ressources. Vous avez les pollutions diverses et variées, et vous avez l'introduction d'espèces non indigènes. Donc en fait, on a un océan qui est soumis à des pressions diverses et variées, dont le changement climatique, mais pas que. Et si on s'intéresse à l'ensemble de ces perturbations, vous avez une carte ici qui est assez intéressante à commenter, parce que cette carte, elle vous représente les impacts cumulés des activités humaines sur l'océan, en prenant en compte toutes les sources de perturbations. Le changement climatique dans toutes ses formes, température, pH, élévation du niveau de la mer, mais également différentes sources de pollution, différentes pratiques de pêche, le trafic maritime, etc. Tout un tas d'activités, et puis vous cumulez les impacts. Et puis vous constatez sur cette carte que vous avez des zones très peu impactées, en bleu ou en vert, puis ce sont les zones polaires, parce que c'est sûr, il n'y a pas beaucoup d'humains, puis on n'y va pas tous les matins. Et puis vous avez des zones beaucoup plus impactées, en orange ou en rouge, et les zones très impactées, elles sont surtout dans les zones littorales et côtières. C'est le cas en Asie, c'est le cas ici au nord-est des États-Unis, puis c'est évidemment le cas ici en Europe occidentale. Vous avez un zoom ici, vous voyez la Bretagne, vous reconnaissez, et vous voyez que la Manche fait partie des zones où les impacts cumulés sont extrêmement importants. Alors, face à cela, observer est véritablement nécessaire pour de multiples raisons. Et donc, on peut se demander maintenant pourquoi observer l'océan. Alors, moi qui travaille sur cette thématique depuis plusieurs années, pour moi, il y a 5 raisons majeures à observer l'océan. Tout d'abord, c'est important, c'est définir l'état de normalité des écosystèmes marins. C'est quoi un état normal, sans pression, ou du moins avec des pressions limitées. Sans pression, ça n'existe pas, mais on peut avoir des pressions limitées ou gérées. Après, le deuxième intérêt, c'est de décrire et comprendre comment les organismes ou les écosystèmes vont répondre à ces changements, que ces changements soient naturels ou que ces changements soient dus aux activités humaines, ce qu'on appelle des changements anthropiques. Et puis, ces forçages, ces changements, ils peuvent être globaux, le changement climatique, c'est toute la planète, ou ils peuvent être locaux, parce que ça peut être une activité qui a lieu spécifiquement dans la baie de Morlaix et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et donc, il faut pouvoir faire la part des choses entre ce qui est global et ce qui est local. Donc ça, c'est la troisième chose, c'est comprendre comment le global, le local interagissent. Je vous ai parlé de modèles tout à l'heure, je vous ai montré des données modélisées puis des données observées, puis je vous ai dit les modèles, ça marche pas mal, parce que quand on regarde les données modélisées et les données observées, ça se ressemble. Donc, ça signifie que si on veut faire des modèles prédictifs, il faut des données pour être sûr quand même que le modèle, il ne raconte pas n'importe quoi et que l'on peut calibrer le modèle. Et puis, d'un point de vue politique environnemental, les données,
ça peut servir à évaluer et prédire l'état des écosystèmes et renseigner les politiques publiques en environnement. Alors maintenant, comment on observe les stations, comment on observe l'océan, en particulier côtier? Alors, tout d'abord, c'est quelque chose qui est vraiment historique dans les stations marines. Vous savez certainement que la station biologique de Roscoff a été créée par le professeur Henri de la Cazutier en 1872, et puis que, peut-être que effrayé par le climat breton, le professeur Henri de la Cazutier a quitté Roscoff pour s'installer à Banyuls-sur-Mer, dans un climat méditerranéen moins dur pour lui, et il a créé la station de Banyuls 10 ans après, donc en 1882. Et quand on regarde les archives de l'observatoire, du laboratoire Arago de Banyuls, eh bien, on tombe sur ce genre d'ouvrage. Et ils ont toutes les collections à Banyuls, c'est exceptionnel. C'est dans des livres. Hein. Et vous avez là la date du 24 octobre 1900. Et vous avez la température de l'eau à 9h du matin et à 5h du soir à Banyuls, 17,2 le 24 octobre 1900. Ça fait rêver ici. Hein. Au mois d'octobre, 17,2 degrés. Et donc 18 en fin de journée. Et il y a ça, je pourrais vous montrer, 1802, 1810, etc. Donc vraiment, mesurer, observer l'océan, c'est une mission importante des stations depuis leur existence. Alors, si je reviens à Roscoff, hein, les données historiques dont on a trace, parce que je suis sûr, enfin, je sais que du temps d'Yves Delage, qui est le deuxième directeur de la station après la Cazutier, il y a eu des mesures de fait ici, mais on ne les a plus. Donc, voilà, malheureusement, c'est perdu. Et ce que l'on a de plus ancien ici, c'est des suivis de température et de salinité au nord de l'île de Bas depuis 1952. Et j'y reviendrai un petit peu après. Et puis, on suit également les communautés benthiques, donc ce qui vit dans les sables et les vases en baie de Morlaix depuis 1977. Donc vous voyez, on commence à avoir vraiment du recul à partir de nos données. Et puis, ces observations, elles se font avec des méthodes extrêmement variées, mais traditionnellement, pour faire des observations, il fallait un bateau. Donc ici, nous, on a Néomisis. Et puis, on va à une station d'observation, et puis on va prélever. On va prélever de l'eau avec une bouteille. On va mesurer la température et la salinité à l'aide d'une sonde. On va prélever du plancton à l'aide d'un filet. Ça, ce sont des approches traditionnelles que l'on continue à faire et qui sont tout à fait pertinentes et intéressantes. Mais on sait faire mieux maintenant. Parce que maintenant, quand on observe l'océan, eh bien, on va utiliser une multitude de plateformes. On va continuer à utiliser des bateaux, mais on va aussi utiliser des avions, des satellites, des bouées, des planeurs sous-marins, des flotteurs qui font le yo-yo dans la colonne d'eau, différents systèmes. Et vous en avez représenté ici. Donc là, vous avez une bouée, c'est la bouée cardinale d'Astan, hein, ici à l'est de l'île de Bas. Cette bouée, on l'a multi-instrumentée et on mesure température, salinité, chlorophylle, oxygène, toutes les 30 minutes, depuis 2007. Et puis... j'y reviendrai un petit peu, mais on a des flotteurs Argo ici, qui font le yo-yo entre 0 et 2000 mètres de profondeur. On a des planeurs sous-marins. On peut compter le plancton avec ce profileur. Et puis, il y a même des endroits où on peut utiliser des éléphants de mer. Entre autres, en Antarctique, c'est difficile d'aller faire une campagne en Antarctique. C'est loin, c'est des mers difficiles. Vous mettez sur la tête de l'éléphant de mer une petite balise avec des capteurs de température, salinité. Et puis, vous avez des données. Et puis, cet animal, il a la gentillesse en plus de plonger pour aller s'alimenter. Vous avez des profils verticaux. Je vous assure, ça n'a pas d'impact très grave sur l'animal. Donc, vous voyez que maintenant, on utilise beaucoup de plateformes. On a donc plein de méthodes, des approches innovantes, une part importante donnée à l'automatisation. On mesure des valeurs physiques, chimiques, biogéochimiques, biologiques. On peut le faire à plein d'échelles. Là, la bouée, elle mesure juste à Astan. Si vous utilisez un satellite, vous observez l'océan global. Et puis, cela, ça demande beaucoup de moyens humains, matériels. Et donc, de plus en plus, cette observation, elle se fait au sein d'infrastructures de recherche qui sont dédiées à l'observation. Alors, maintenant, je vais vous montrer un peu de résultats d'observation. Et donc, la première chose qu'on peut faire avec l'observation, c'est d'établir une climatologie, c'est-à-dire de décrire en moyenne comment varie la température, la salinité au cours du temps. Et donc ici, à Roscoff, on est dans un réseau qui s'appelle le Service national d'observation du milieu littoral, où on mesure dans différentes stations le long du littoral français
la température, la salinité, les sels nutritifs, le pH, la chlorophylle A, etc., depuis 1997. Et vous avez représenté ici, pour les différentes stations, la courbe moyenne des températures de janvier à décembre sur cette période de 18 ans. D'accord ? Donc on a comme cela les variations moyennes. La climatologie, c'est important la climatologie. Puis vous voyez que l'hiver, on n'est pas les plus froids. Hein. Roscoff, c'est en orange ici. Il fait plus froid à Brest, il fait plus froid à La Rochelle, et il fait plus froid, évidemment, à Wimereux, dans le Pas-de-Calais. Ça, c'est l'hiver. Parce que, par contre, l'été, l'endroit où il ne faut vraiment pas venir se baigner, c'est Roscoff. Alors ça, c'est mesuré à Astan, donc au large, et je vous concède que peut-être que là, sur la plage du Labert, sur un sable chauffé par un soleil éclatant, après une merveilleuse journée au mois d'août, il peut faire 18,5. Mais au large, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc, on a comme cela la climatologie, c'est-à-dire le signal moyen. Alors ça, c'est la température. On peut faire la même chose avec la salinité, ici. Et là, c'est que Roscoff. Hein. Donc, vous avez la salinité ici, vous avez les mois de l'année. En rouge, vous avez la moyenne. Donc, vous voyez que la salinité, elle est un peu plus faible en fin d'hiver, début de printemps, puis elle est un peu plus élevée en fin d'été, début d'automne. Et puis, vous avez des codes couleurs qui correspondent à toutes les années, 2000, 2001, 2002. Vous voyez que schématiquement, on retrouve le même pattern, la même période avec les minima et les maxima, puis que ça varie un peu d'une année sur l'autre. Puis vous avez un résultat extrêmement rigolo, c'est 2001. Et 2001, c'est beaucoup plus dessalé. Et c'est beaucoup plus dessalé parce qu'il y a eu une crue massive de la Loire. Et donc, les eaux de la Loire, physiquement, vont être transportées à cause de la rotation de la Terre sur elle-même. Il y a une force en physique qui s'appelle la force de Coriolis, qui fait que les eaux dessalées, quand elles arrivent à Saint-Nazaire, elles sont déviées sur la droite. Et donc, elles vont remonter tout le littoral breton. Alors, progressivement, elles vont se mélanger avec de l'eau de mer, ce qui fait que plus on va remonter vers Lorient, Concarneau, plus les eaux vont être salées. Mais voilà, elles vont arriver à la pointe Finistère, puis elles vont pouvoir contourner la pointe bretonne, venir jusque chez nous, et puis laisser un signal que l'on arrive à détecter ici. D'accord ? Alors, c'est un signal bas, la salinité c'est 34, ça reste de l'eau salée, c'est pas de l'eau douce, et je vous déconseille de la boire avec une telle salinité. Alors, on peut établir donc une climatologie, on peut également dégager des tendances. Alors, je vous disais tout à l'heure, on mesure la température et la salinité au nord de l'île de Bas depuis 1952. Donc, vous imaginez janvier 52, février 52, mars 52, et ainsi de suite. Et vous pouvez calculer la moyenne de tous les mois de janvier. Janvier 52, janvier 53, janvier 51, et vous moyennez janvier. Puis vous faites la même chose pour février, puis la même chose pour mars. Et puis après, vous prenez janvier 52, et puis vous calculez l'écart entre janvier 52 et la moyenne de tous les mois de janvier. Puis vous avez l'anomalie de température de janvier. Vous faites la même chose avec février 52 et tous les mois de février, et ainsi de suite. Et donc vous avez comme cela les anomalies mensuelles de température. Si cette anomalie est négative, ça veut dire que votre mois, il est plus froid que la moyenne de ces mêmes mois sur toute la série de 52 à aujourd'hui. Si l'anomalie est positive, eh bien, au contraire, ça veut dire que le mois que vous observez, il est en moyenne plus chaud que les autres mois de la série. Et donc, là, c'est clair, vous voyez bien que dans les années 50-60, la plupart des anomalies sont négatives, et puis depuis le début des années 90, on a des anomalies positives, ce qui traduit très clairement l'effet du réchauffement climatique, avec donc une tendance à l'augmentation. Et la tendance, c'est environ 0,15 degrés tous les 10 ans depuis 65 ans. D'accord ? Alors, c'est pas parce que ça se réchauffe tous les ans, et que tous les ans, on gagne un petit quelque chose. Parce que y a de la variabilité dans le système, et même si dans l'ensemble, on a bien un signal moyen qui est celui de l'augmentation, vous voyez que même pendant la période récente et chaude, parfois, il y a eu des mois froids. C'est pas parce qu'il y a un mois est froid une année donnée qu'il n'y a plus de réchauffement climatique et qu'on est revenu à la normale. C'est juste la différence qu'il y a entre du climat et de la météorologie. Donc des choses qui sont sur du temps long et des choses qui sont sur du temps court. Ce qui veut dire que quand vous voulez observer l'océan et décrire des signaux longs liés au changement climatique, globalement, il faut observer un minimum de 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup, c'est plus que la moitié d'une carrière scientifique. Et puis, pendant 30 ans, il faut de l'argent. D'accord ? Et puis, de l'argent, si vous ne faites pas des publications, si vous ne faites pas des choses qui font un peu le buzz, on va vous dire, oh là là, mais c'est un peu nul ce que vous faites, c'est pas très folichon, mais pourtant,
c'est l'effort que l'on est obligé de mener si on veut avoir des séries suffisamment longues. Alors, ça, c'était que la température depuis 1952. Alors, je vous ai dit, depuis, on mesure d'autres choses. On le fait à Roscoff, mais on le fait, enfin, des collègues le font également en rade de Brest. Et ici, vous avez représenté de 2008 à 2018, dans le cadre d'une thèse, l'évolution des températures, des sels nutritifs et du pH. Et vous voyez que, eh bien, on a une tendance à l'augmentation des températures à Roscoff comme à Brest, une tendance à la diminution des sels nutritifs et une tendance à la diminution du pH. Alors vous allez me dire, oh oui, mais ça c'est à la côte, c'est Roscoff, c'est la rade de Brest. Bon. Peut-être c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans l'océan un peu au large. Puis je vous ai dit, moi je suis directeur d'un OSU, et puis l'OSU, c'est Roscoff, mais c'est aussi Banyuls et Villefranche. J'ai donc des bons amis à Villefranche. Donc Villefranche, c'est là, c'est à côté de Nice. Et eux, ils ont un océan, une mer, pardon, la Méditerranée, qui est très différente de chez nous, puisque nous, vous voyez bien, quand vous êtes au nord de l'île de Bas, vous avez 60 mètres de fond. Eux, quand ils quittent la rade de Villefranche, c'est-à-dire pas plus loin que le nord de l'île de Bas pour nous, ils ont 700 mètres sous la quille du bateau. Puis s'ils font 20 000 nautiques, ils ont 2500 mètres. D'accord ? Donc ils ont accès à l'océan du large. Et donc mes collègues de de Villefranche, ils mesurent les paramètres hydrologiques ici, à une station qui est la station d'Ifamed. Puis il y a des collègues de Marseille qui font la même chose ici, à Lyon. Puis des collègues espagnols qui font la même chose ici aux Baléares. Alors quand on va vers des grands fonds, on utilise des systèmes un petit peu plus conséquents pour mesurer la température, faire des prélèvements d'eau. Et puis ici, vous avez représenté, donc en mer Ligure, c'est ici, devant Nice, le golfe du Lion, c'est ici en vert, ou les Baléares, ici en bleu, l'évolution des températures ou des salinités de 2007 à 2018 dans ce que l'on appelle les eaux levantines intermédiaires. Ne vous occupez pas de ce terme, ça c'est pas la peine ça n'explique rien. Dites-vous que c'est l'eau entre moins 300 mètres et moins 700 mètres de profondeur. D'accord ? Je vous laisse regarder les courbes. Vous voyez bien que même entre 300 et 700 mètres en Méditerranée, on a un réchauffement des eaux depuis le début des années 2010. Et puis, on a également des eaux qui ont tendance à devenir de plus en plus salées. Donc, l'impact du changement climatique, il ne se limite pas à nos eaux très littorales et côtières. On peut le détecter également dans un océan plus profond. Alors, l'intérêt d'observer, c'est également de pouvoir détecter des événements extrêmes. Je vous ai parlé tout à l'heure de climatologie, des mesures que l'on fait à Astan, au nord de l'île de Bas. Je vous ai parlé de température, salinité. Ça, c'est mesuré tous les 15 jours. D'accord ? Imaginez que vous ayez la grippe. Si je prends votre température tous les 15 jours, puis que vous avez la grippe entre les deux mesures, je ne vais jamais le voir. Puis pourtant, vous avez peut-être eu 40. Puis 40, la grippe, ça nous met bien à plat. Mais ça, on ne le voit pas, parce qu'on mesure tous les 15 jours. Donc ce serait bien, de temps en temps, qu'on puisse mesurer plus fréquemment, pour ne pas rater justement des événements un peu extrêmes ou un peu ponctuels qui ont lieu sur des temps courts. Et donc, si on veut détecter des événements extrêmes, il faut pouvoir mesurer plus fréquemment. Et mesurer plus fréquemment, c'est ce qu'on fait avec les bouées multi-instrumentées dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que là, on mesure toutes les 30 minutes. Et là, vous avez des résultats, par exemple, qui sont issus de travaux menés à Banyuls, donc par des collègues d'une 3e station marine de l'Osus-Tamar, qui vous montrent pour l'année 2010, en orange, en point orange, les mesures de température observées tous les 15 jours, et puis en bleu, ce que mesure une bouée toutes les 30 minutes. Et puis là, vous avez un zoom, c'est-à-dire un agrandissement de cette période-là. Puis vous voyez bien que de temps en temps, la mesure bleue et orange, elle est confondue, parce que ça marche bien. Et puis de temps en temps, finalement, on sous-estime les températures en mesurant à des fréquences qui ne sont pas très bonnes. Puis vous voyez bien que si je mesure tous les 15 jours et que je rate la grippe, j'ai raté une maladie chez vous, et que pour les organismes marins, peut-être que 8 jours avec 3 ou 4 degrés de température au-dessus de la moyenne, ça peut être assez catastrophique. Et donc c'est important de pouvoir mesurer à très haute fréquence. Et puis là, vous avez un autre exemple. Alors, nous, on ne connaît pas bien cela, parce que chez nous, ici, la pluie est plutôt assez continue dans l'année. Mais à Banyuls, non. À Banyuls, il peut ne pas pleuvoir pendant des mois, puis d'un seul coup, en 2 jours, ils prennent ce que nous, on prend en 6 mois. Et donc, ils ont des événements de forte pluie. Évidemment, si on fait des mesures tous les 15 jours, on ne peut pas avoir ça.
Si vous mesurez toutes les 30 minutes, ben vous voyez, là, il y a une tempête qui est passée. Hein. La vitesse du vent, ici, en bleu, elle est très forte. C'est 50-60 km/h de vent, c'est pas mal. Ah non, c'est des nœuds. Donc 60 nœuds, c'est voilà, un peu plus de 100 km/h de vent. Ça commence quand même à parler. Et puis, ben, vous voyez, là, en bleu, la baisse de la salinité, puis la hausse de la turbidité. C'est-à-dire que l'eau, elle est plus bleue, hein, elle devient marron, parce que tout a été brassé, les cours d'eau ont amené plein de particules. Ça, on peut le voir que si on fait de la mesure à très haute fréquence. Et puis, ben, ça ne vous a pas échappé non plus que pendant le Covid, on a eu un peu de soucis pour faire des mesures, pour faire des sorties bateaux. Et donc, le fait d'avoir des mesures automatisées, ben, ça permet de continuer à monitorer, à suivre l'océan, même par cas de force majeure. Alors, sur les événements extrêmes, je voulais vous parler brièvement des vagues de chaleur, parce qu'on en entend de plus en plus parler. On en entend parler à terre, et puis on en entend parler également maintenant en mer. Et quand on parle de vagues de chaleur en mer, c'est assez bien défini, hein, c'est ce qui vous est représenté ici. Donc là, en bleu, vous avez la climatologie. Vous vous rappelez, la climatologie, c'est la variation de la température moyennée sur 10, 15, 20 ans. Et puis là, en noir, vous avez la température observée une année donnée. Et puis, par rapport à la climatologie, ben, vous pouvez définir un seuil, qui est représenté ici en vert. Et puis, eh bien, on va considérer qu'on a une vague de chaleur que si, pendant 5 jours de rang, on a des températures qui sont au-dessus de ce seuil. C'est comme ça qu'on définit en mer une vague de chaleur. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a des vagues de chaleur ici ? On peut se poser la question. Vous avez entendu parler des vagues de chaleur en 2022. Alors, ben, voilà. Ça, c'est Astan. Ça, c'est Roscoff. Donc, Astan, ben, c'est un tout petit peu au nord de l'île de Bas. Puis l'estacade, ben, vous connaissez tous l'estacade qui permet d'aller à l'île de Bas. Vous avez en gris la climatologie, c'est-à-dire les températures moyennes pour les 12 mois de l'année. Puis vous avez en rouge la température de l'année 2022 à Roscoff. Ben, il n'y a pas eu de vague de chaleur marine à Roscoff en 2022. Hein. Mais par contre, si on fait cela à l'échelle de tout le réseau Somlite, ben, vous voyez que à La Rochelle, il n'y a pas eu de vague de chaleur, à Arcachon non plus, mais en revanche à Wimereux, donc ici, à Dinard, dans le golfe normando-breton, ici, ben, il y a pu y avoir plus 1, plus 2 degrés par rapport à la moyenne. Et puis, ben voilà, c'est la même chose en Méditerranée. Hein. En Méditerranée, les collègues, ils ont eu 2 à 3 degrés de plus que la moyenne pendant plusieurs semaines. Ben, des organismes qui sont habitués à vivre à 25 degrés et que l'on met à 27,5 pendant un mois, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et puis, ben, alors ça, c'est local. Maintenant, on pourrait regarder à plus grande échelle. Là, on va prendre le satellite, puis on va prendre 2023. Et puis 2023, juin 2023, vous avez ici l'Atlantique, vu par satellite, et puis vous avez les écarts de température. Et vous voyez que dans l'Atlantique Nord, alors on y a échappé ici à Roscoff, hein, mais dans l'Atlantique Nord, et puis dans le golfe de Gascogne, ben, la température, elle a été jusqu'à 3 ou 4 degrés au-dessus de la normale. Moi, j'avais des collègues qui étaient en campagne dans cette région et ils ont dû déplacer le bateau de plusieurs centaines de kilomètres pour obtenir les eaux qu'ils souhaitaient obtenir pour leur campagne. Et puis on peut le représenter comme cela. Hein. Ça vous montre tous les mois de l'année, de janvier à décembre. Là, vous avez à l'échelle de tout l'Atlantique, hein, de cette zone en rouge, les températures pour différentes périodes, les années 70-80, les années 90, les années 2000. Puis vous avez l'année 2023. Vous voyez que l'année 2023, elle est à l'échelle de toute cette zone-là, hein, à plus de 1,5 degré au-dessus de la moyenne. Donc c'est vraiment un réchauffement très, très conséquent. Alors, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, là, mesurer la température, salinité, c'est assez aisé. Mais je vous ai dit tout à l'heure, ben, même l'océan profond se réchauffe. Donc comment on fait pour observer l'océan profond? Et là, je voulais vous parler un petit peu de choses rigolotes, récemment développées. Et ces choses amusantes, c'est ce qu'on appelle des flotteurs Argo. Vous en avez représenté un ici. Pour vous donner une idée, c'est à peu près grand comme ça, un flotteur Argo. Voilà, 1,20 m. Et ben, c'est un flotteur qui est déployé dans l'océan sur un cycle de 10 jours. Donc vous mettez le flotteur à l'eau, vous le jetez depuis le bateau. Il va descendre à 1000 mètres de profondeur et il descend à environ 10 cm par seconde. Donc il lui faut 3 heures pour arriver à 1000 mètres de profondeur. Et puis, il va rester comme ça pendant 9 jours. Puis, pendant 9 jours, il va dériver, transporté par les courants, à 1 km de profondeur. Puis,
Après 9 jours, vous allez le faire descendre jusqu'à 2000 mètres. Toujours 10 cm par seconde, donc ça reprend de nouveau 3 heures. Puis vous allez le faire remonter jusqu'à la surface, là, toujours à 10 cm par seconde, ça prend 6 heures. Et pendant les 6 heures de remontée, il va mesurer la température et la salinité. Et puis, une fois qu'il est en surface, il va communiquer avec un satellite les données, et puis vous allez les récupérer à terre. D'accord ? Et puis, des flotteurs Argo, voilà, il y en a dans toutes ces zones du globe. Ça, c'est une carte de janvier 2020. Je pourrais vous en montrer des plus récentes, mais voilà, ça ne change pas. Et donc, on est capable, comme cela, de cartographier l'hydrologie de tout l'océan mondial. OK ? 0,2000. Vous allez me dire, 0,2000, il en reste un peu. Puis là, c'est juste température, salinité. Alors, on sait faire mieux maintenant. Donc maintenant, on a des flotteurs Argo, quelques-uns qui font 0,4000. C'est ceux-ci, donc des deep Argo, des Argo profonds. Toujours température, salinité. Puis j'ai mes collègues de Villefranche qui ont beaucoup travaillé, eux, sur ce qu'on appelle des flotteurs BGC Argo. Vous en avez représenté ici. Donc ça, c'est la rade de Villefranche. C'est le ponton qui est au bout du labo. C'est pas mal comme endroit pour travailler. Et donc, ces flotteurs BGC Argo, non seulement ils mesurent la température et la salinité, mais en plus, ils vont mesurer l'oxygène, les nitrates, le pH, la chlorophylle A. Donc, plus de variables. Et puis, toujours mes collègues de Villefranche, ils ont inventé ce qu'on appelle des flotteurs BGC Eco-Argo, c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, il y a des petits capteurs ici qui font de l'imagerie et qui permettent de photographier le plancton. Je vous montrerai des images de cela tout à l'heure. Donc on a vraiment des outils de plus en plus élaborés et sophistiqués pour observer l'océan. Alors ça, c'est les flotteurs Argo, puis je voulais vous parler d'un autre engin tout à fait intéressant, ce sont les planeurs sous-marins, ce qu'on appelle également les gliders sous-marins. Donc vous en avez quelques-uns de représentés ici. Et en fait, ces gliders, il faut les piloter, mais ils font des profils comme cela en yo-yo. Et puis, à Villefranche, ils en déploient un qui fait la radiale Nice-Calvi. Donc il part du port un petit peu au-delà du port de Nice, pour éviter les mauvaises rencontres avec les navires. Et puis, il taille sa route, et puis il va jusqu'à Calvi. Puis à Calvi, il fait demi-tour, et puis il revient. Puis en même temps, quand il revient, il monte. Il descend, il remonte, et ainsi de suite. Bon, l'année dernière, ils en ont perdu un, parce qu'il a fait une mauvaise rencontre avec vraisemblablement un navire. Et puis, ça coûte quand même 250 000 €, donc il faut éviter d'en perdre trop fréquemment, quoi. Oui, ça a un coût, l'observation, et c'est pas juste on trempe un thermomètre dans l'eau, quoi. Alors, ça, c'était pour la physique. Mais il s'avère que je suis quand même biologiste de formation, et moi, j'aime beaucoup l'océanographie physique et chimique, mais j'ai une petite appétence pour le vivant dans l'océan. Donc, je vais vous parler maintenant d'observation du vivant et comment on peut observer le vivant. Je ne vous parlerai pas trop des méthodes traditionnelles, j'en parlerai un tout petit peu en filigrane, mais je vais surtout vous parler de comment on essaye de développer des nouvelles techniques. Non pas pour remplacer l'existant, ce serait une bêtise, mais pour compléter l'existant, avoir des informations complémentaires. Et j'ai commencé par le plancton parce que c'est quand même compliqué d'observer le plancton. Parce que si vous prenez de l'eau, là, juste devant la station, vous allez rencontrer des organismes qui vont être des virus. La taille d'un virus, c'est en dessous de 0,02 micromètres. Un micromètre, c'est 1 millième de millimètre. Donc, vous voyez ce que ça peut représenter. Et puis après des virus, on va avoir des bactéries entre 0,2 et 1,2 micromètres. Donc 1 micromètre, c'est 1 millième de millimètre. Puis après ces bactéries, on va avoir des toutes petites cellules du phytoplancton, puis des plus grosses cellules du phytoplancton, puis des unicellulaires animaux, puis des métazoaires animaux, donc des pluricellulaires. Et puis vous pouvez aller jusqu'à des grosses méduses qui vont faire 50-60 cm de diamètre. Et donc quand on veut étudier le plancton, il faudrait échantillonner tout ça, depuis les virus jusqu'aux grosses bêtes. Et puis le problème, c'est que des virus, il y en a jusqu'à 100 millions par millilitre d'eau. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la peine d'aller prélever 300 litres. Si on veut compter les virus, on va se contenter de prélever un petit peu d'eau. Donc on peut prélever un petit peu d'eau avec une bouteille, puis vous allez prendre 200 millilitres et vous aurez plein de virus. Et puis, plus les animaux ou les organismes vont devenir gros, et puis moins ils vont être abondants et moins ils vont être nombreux. Donc plus il va falloir échantillonner beaucoup d'eau. Et donc là, on va passer avec des filets comme ceci. Et puis les filets, on va avoir des tailles différentes selon que l'on veut échantillonner du microplancton, du mésoplancton, du macroplancton. D'accord ? Donc on a des filets adaptés à chacun. Mais ça reste difficile. Puis une fois que vous avez échantillonné, il va falloir regarder l'échantillon au microscope ou à la loupe.
plutôt au microscope pour les tout petits, puis compter un par un. Ah, ça c'est ceci, ah, ça c'est cela, ah, ça c'est Tartampion. Puis vous y passez des heures et des heures et des heures. Et puis quand c'est trop petit, ben, vous ne les voyez pas. Donc vous ne pouvez pas les compter. Donc il y a une partie de ces organismes-là que vous ne pouvez pas observer en routine avec un microscope. Il va falloir des techniques plus élaborées. Alors il s'avère que donc on a des difficultés. On a des difficultés pour échantillonner l'ensemble du spectre de taille. On a des difficultés parce qu'on a des petits organismes et que quand c'est en dessous de 20 micromètres, c'est pas facile à observer. Alors si on peut voir des points lumineux qui disent c'est une bactérie, mais bactérie, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce serait bien de savoir quelle bactérie. Et puis, ben, vous voyez, ça c'est différents organismes du plancton. Et vous avez cela, ça c'est magnifique, c'est une colonie de siphonophores, c'est les cousins de méduses. Et ça, c'est magnifique comme ça en photo, mais c'est extrêmement fragile. Et si vous échantillonnez au filet, en fait, vous allez tout déchirer et vous n'allez rien voir du tout. Hein. C'est comme si vous essayiez d'attraper des choses très, très fragiles avec un filet à papillons. Vous allez tout abîmer, donc vous ne les voyez pas. C'est dommage de rater des choses. Alors, ben maintenant, on a une succession d'outils qui permet, par des techniques d'imagerie, d'observer ces organismes. Et puis, l'avantage de ces techniques d'imagerie, c'est qu'on va pouvoir tout automatiser et tout standardiser. C'est-à-dire que là, ça ne va plus dépendre de « Ah, c'est ma collègue Fabienne ou c'est ma collègue Nathalie qui observe le phytoplancton, puis peut-être elles ne sont pas toujours d'accord. Voilà, c'est la machine qui va faire. Peut-être la machine, elle peut faire des bêtises, mais elle fera toujours la même bêtise. Du moins, on peut l'espérer. Par contre, il ne faut pas se voiler la face. La machine, elle n'a pas le talent de Fabienne ou de Nathalie pour identifier de manière très précise, d'un point de vue taxonomique, ça, c'est telle espèce de diatomée, ça, c'est telle espèce de dinoflagellée. Donc Fabienne et Nathalie restent extrêmement précieuses. Mais on peut également utiliser d'autres approches. Et donc on a des engins. Donc voilà, ça c'est le Flocam, je vous en parle juste après. Ça c'est le Zooscan, et puis ça c'est l'UVP, pour Underwater Video Profiler. Mais je vais vous parler un petit peu de tout cela juste après. Donc voilà, le Flocam, c'est cela. Donc vous avez un appareil, vous allez faire passer un échantillon liquide avec les organismes dedans, et puis ces organismes ils vont passer devant une cellule qui est éclairée, qui prend des photos, et puis vous obtenez ce type de photos. Et puis, si vous couplez à cela un système d'intelligence artificielle qui va vous permettre de segmenter, donc de faire une photo pour chaque type d'organisme, et puis qui va identifier, parce que vous avez entraîné l'ordinateur, parce que vous avez entraîné la machine, il va identifier les organismes, eh bien, vous allez pouvoir, comme cela, automatiser le tri et l'identification. Ça, c'est valable pour le Flocam, donc plutôt pour des petits organismes du phytoplancton, même si maintenant il y a un méga Flocam qui permet d'échantillonner des organismes plus gros. Donc là, il faut quand même échantillonner avec un filet. Vous échantillonnez avec un filet, vous avez votre échantillon que vous rediluez et puis vous le faites passer. Alors on peut faire autre chose, on peut faire du Zooscan. C'est pareil, vous avez un filet, vous faites votre échantillon, puis quand vous avez votre échantillon, bien vous le versez sur le Zooscan, un peu comme vous le feriez sur une imprimante, sur une photocopieuse, sur un scanner. Alors il faut juste que l'eau ne dégouline pas partout, donc il y a un petit cadre. Et puis vous faites des photos. Puis voilà, vous obtenez des photos comme ceci. Voilà, de zooplancton. Donc là, vous avez un magnifique kétognate, pour ceux qui aiment le plancton. Là, vous avez différentes sortes de copépodes. Là, vous avez, je pense, une salpe ou une doliole. Là, vous avez une larve zoée de crabe. Là, vous avez un ptéropode. Donc voilà. Et puis, vous pouvez, sur ces images, après, avoir un programme qui va isoler chacune des images et puis qui va assigner chacune des images à quand ça ressemble à cela, que ça a cette forme, que ça a des antennes comme ceci, comme cela, c'est un copépode. Et donc, il va assigner copépode et vous allez pouvoir remplir votre tableau. Il va falloir avoir entraîné la machine avant. Donc, l'humain, il reste essentiel. OK ? Alors maintenant, je vais vous... Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi, toutes ces choses jolies, si ce n'est à faire le buzz ? Eh bien, je vais vous montrer des résultats obtenus très récemment par une étudiante, Nina Grand-Rémy, qui a fait sa thèse au Centre Ifremer de Nantes. Et il s'avère que j'étais rapporteur de sa thèse. Donc voilà, j'ai un exemplaire de sa thèse dans mon bureau et j'ai apprécié ce travail. Donc j'ai envie de le partager avec vous aujourd'hui. Donc, ils ont utilisé, de 2004 à 2019, des échantillons échantillonnés au mois de mai, tous les ans, lors d'une grande campagne qui est organisée par l'Ifremer,
qui s'appelle la campagne Pelle-Gaz. Et donc, vous avez ici les radiales et les stations d'échantillonnage. Et donc, à chacune de ces stations, ils mesurent la température, la salinité, ils font des prélèvements au filet, et puis après, ils traitent ces prélèvements au filet avec le zooscan dont je vous ai parlé déjà précédemment. Donc, vous voyez, avec les organismes, la lumière, et puis ils sont scannés. Vous avez ceux-là au début, donc vous voyez tous les petits points, c'est des organismes. Puis, si on zoome un peu, on a des vignettes, et puis ces vignettes, on les assigne à telle ou telle espèce. Et puis, ils utilisent également un autre système qui ressemble à un flowcam, mais pour du zooplancton, donc ils l'appellent zoocam, peu importe. Ça donne le même résultat, des vignettes. Et donc, vous obtenez ce genre de vignettes. Voilà. Et puis, vous avez des numéros qui correspondent donc aux différentes catégories que la machine est capable de reconnaître. D'accord ? Et donc, ils avaient cela de 2004 à 2019. Vous allez me dire, oui, alors, bon, ils regardent le plancton. Là. Pourquoi pas, ça occupe. Mais alors, on va revenir à une problématique qui est plus pertinente et plus intéressante dans le golfe de Gascogne et qui peut peut-être vous concerner. Je ne sais pas si vous aimez les anchois, les sardines. Oui, certainement, puis ça a une valeur économique non négligeable. Voilà, dans le golfe de Gascogne, des anchois et des sardines. Ça, c'était en 2000, puis ça, c'est en 2020. Vous voyez, entre les deux, il s'est passé un truc, c'est qu'elles sont devenues plus petites. Et puis, c'est pareil en Méditerranée. Dans le golfe du Lion, on a des plus petites sardines. Vous allez me dire, c'est pas grave, on en mangera 2 au lieu d'1, mais c'est quand même pas la même chose pour les activités des pêcheurs et puis pour la filière industrielle qui est derrière avec les conserveries, etc. Donc il y a un besoin de comprendre pourquoi les sardines et les anchois deviennent plus petits. Alors peut-être qu'ils viennent plus petits parce qu'il fait plus chaud, parce que ceci, parce que cela. Et peut-être qu'ils viennent plus petits parce qu'ils mangent moins bien. D'accord ? C'est une possibilité, c'est une hypothèse. Donc il y aurait moins de nourriture. Alors moins de nourriture, ça voudrait dire qu'il faut qu'on pèse la quantité de nourriture. Peser, ça va donner ce qu'on nous on appelle en écologie la biomasse. Donc le poids de vivants que peuvent manger ces anchois ou ces sardines. Et puis quand on prend la biomasse, c'est le graphe d'en haut, de 2006 à 2019, vous voyez, ça bouge un petit peu d'une année sur l'autre, la biomasse moyenne. Mais bon, globalement, c'est pareil. Donc c'est pas parce qu'elles ont moins à manger en quantité. Mais peut-être que ce qu'on leur donne, c'est moins bon. Vous voyez bien que vous, selon ce qu'on vous donne à manger, ça vous est plus ou moins bénéfique pour la croissance et pour votre santé. C'est pareil pour les poissons. Et il s'avère que même si la quantité de nourriture reste la même, ce n'est pas la même nourriture. Parce que quand on utilise les données obtenues avec l'imagerie pour les copépodes, on constate que... Alors, cluster, laissez tomber, ça c'est le sud du golfe de Gascogne, ça c'est le nord du golfe de Gascogne, et ça c'est le nord à la côte, donc plus à la côte. Et vous voyez que peu importe où on est dans le golfe de Gascogne, il y a plus de copépodes maintenant qu'avant. Alors comment c'est possible d'avoir plus alors que la biomasse et le poids est resté le même ? C'est facile, il y a plus, mais ils sont plus petits. Et puis quand on fait de l'imagerie, je vais revenir en arrière si je peux. Ouais, voilà. Quand on fait de l'imagerie, la machine, non seulement elle peut compter le copépode, mais elle peut le mesurer aussi. Puis elle peut même calculer sa surface. D'accord ? Et puis la surface en gris d'un copépode, on peut calculer après la surface d'un cercle équivalent. C'est-à-dire quel diamètre devrait avoir un rond pour avoir la même surface que le copépode qui n'est pas rond. Mais ça permet de pouvoir comparer les choses. Ouais. Ça, on sait faire. C'est un petit peu de maths, mais voilà. Et puis, quand on regarde donc la taille en équivalent diamètre sphérique, voilà, les copépodes, ils sont devenus plus petits. Donc, en fait, j'ai des sardines et des anchois dans le golfe de Gascogne qui ont toujours autant à manger, mais c'est vachement moins intéressant ce qu'ils ont à manger. C'est moins bon, c'est moins riche en ceci, c'est plus difficile à attraper, et puis ça a des incidences sur les copépodes. Et toutes les prévisions liées au changement climatique disent que un océan plus chaud, c'est un océan plus stratifié, c'est un océan moins productif, et c'est un océan où le petit domine sur le gros. Et donc, globalement, on devrait aller... Enfin, c'est une tendance qui devrait perdurer. Et il s'avère que j'étais la semaine dernière au conseil de gestion du parc naturel marin de la mer d'Iroise, donc au Conquet. Et dans le parc marin, ils ont fait des travaux similaires, mais pas à l'échelle de tout le golfe, juste en mer d'Iroise, et ils obtiennent exactement les mêmes résultats.
il y avait le maire de Douarnenez qui, lui, est un petit peu inquiet pour l'activité industrielle des conserveries sur la commune de Douarnenez. OK. Alors, je vous ai parlé donc de Zooscan, de Flocam. Je voulais juste vous parler maintenant de l'UVP, Underwater Video Profiler, donc développé par mes collègues de Villefranche. Alors, ils ont eu plein de prototypes, la version 1, la version 2, 3, 4. Là, vous avez la version 5, ici. Puis là, vous avez la version 6 miniaturisée qu'on peut mettre sur un glider ou qu'on peut mettre sur un flotteur BGC Argo. D'accord? Mais moi, je ne vais pas m'occuper de cela. Je vais juste m'occuper de ceci. Parce que ce profileur-là, mes collègues, ils l'ont déployé dans plein d'endroits dans le monde. D'accord? Et puis, ils ont compté les organismes avec cet engin. Et puis, ils ont compté ce qu'on pouvait obtenir avec des filets aux mêmes endroits. D'accord? Et ça, c'est ce qui a été fait ici. C'est issu d'un travail d'une étudiante donc de Sorbonne Université qui a soutenu sa thèse il y a une semaine, je crois, puis qui a obtenu il y a une semaine le prix de la meilleure publication par l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université. Donc voilà, je suis content pour elle et je tenais donc à vous présenter ces résultats qui sont tout frais et qui viennent d'être reconnus par un prix. Donc vous avez ici les copépodes. Donc les copépodes, je vous en ai déjà parlé, c'est ces petits crustacés. Voilà, je reviens, voilà. Les copépodes, ce sont ces petites bêtes-ci, ces petits crustacés qui font en général un peu moins d'1 millimètre. Et puis les rhizaria, donc ça c'est un groupe d'unicellulaires et vous en avez des photos ici. Et puis, là, vous avez les zones où ils ont fait des observations. Et puis là, vous avez la répartition en fonction de la latitude, donc de 60 degrés sud à 60 degrés nord, des abondances de copépodes telles qu'on peut les avoir avec l'UVP, c'est le trait vert, ou telles qu'on peut les avoir avec les échantillons issus de la campagne Tara, dont vous avez forcément entendu parler en étant à Roscoff. La goélette Tara, elle est souvent venue ici. Et puis, vous voyez qu'en vert ou en rouge, on a des résultats assez similaires. On voit les mêmes patrons, les mêmes abondances. Donc, autant continuer à faire du filet, peut-être. Enfin, on peut se dire ça. Mais quand vous prenez les rhizaria, en fait, avec les filets, on n'en a quasiment pas. Parce que ces organismes, ils sont tellement fragiles qu'on n'arrive pas à les échantillonner et à les voir dans le filet. Par contre, quand on utilise l'UVP, ça descend dans l'eau puis ça prend des images, là, on se rend compte qu'ils sont extrêmement abondants et peut-être qu'ils pourraient représenter plus de 16% de la biomasse complète du plancton dans l'océan mondial. Donc un groupe qui pourrait être très important et qu'on n'est pas capable d'échantillonner avec les méthodes traditionnelles. Alors, l'UVP, ça ne vous dit pas quelle espèce de rhizaria c'est. Ça vous dit c'est des rhizaria. Mais ça permet quand même de voir quelque chose qu'on ne voyait pas avec le filet, et donc c'est intéressant. Et puis, l'imagerie, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'un glider, ça coûtait beaucoup d'argent et qu'il fallait quand même éviter de les perdre. Les techniques d'imagerie que je vous montre, là, ça coûte quand même de l'argent. Un Zooscan, c'est 25 000 €. Donc c'est quand même une somme à sortir. Un Flocam, c'est un peu plus cher. Donc voilà, c'est quand même coûteux l'observation. Alors, ce serait pas mal de réfléchir à comment aller vers des choses plus frugales, des choses qui coûtent moins cher, mais qui permettraient quand même d'avoir des résultats très, très pertinents. Et puis voilà, je voulais vous mentionner un type d'engin frugal qui s'appelle le planctoscope, qui a été développé entre autres par des collègues ici de Roscoff et de Villefranche, avec des collègues nord-américains. Ça coûte moins de 2 000 €, tout complet. Tout compris, et ça permet d'observer les organismes du plancton entre 50 et 200 micromètres. Et vous voyez le type de photo que l'on peut avoir, c'est d'excellente qualité, et avec ça, on peut faire de l'identification. Et on devrait en recevoir un début 2024 à la station, donc peut-être qu'on pourra vous faire un séminaire dans 2 ans ou 3 ans pour vous dire à quoi conduit l'utilisation du planctoscope pour décrire le zooplancton de la baie de Morlaix. Alors, juste pour terminer avec toutes ces méthodes, je voudrais vous parler d'une dernière méthode de plus en plus populaire dans nos laboratoires. Ah non, pardon, excusez-moi. Il me reste encore un peu d'imagerie. En fait, moi, je ne travaille pas sur le plancton, ou plus du tout, et je travaille sur le benthos, c'est-à-dire ce qui vit au fond. Et pour ce qui vit au fond, c'est pareil. On peut utiliser des approches d'imagerie, et on peut utiliser, par exemple, ce traîneau sous-marin, depuis un navire, il s'appelle Pagure 2, donc il a été développé par les collègues de l'Ifremer, donc il y a des feux,
et puis il y a une caméra, et puis vous le tirez sur le fond, et puis ben voilà, vous arrivez à observer le fond sous forme de film, et puis sur le film, ben, vous pouvez faire des extractions de photos et puis compter les organismes recensés. Et donc ça, c'est très intéressant pour étudier ce qu'on appelle la mégafaune, c'est-à-dire la faune benthique d'assez grande taille, c'est-à-dire qui va vivre à la surface, une grosse étoile de mer, un oursin, ici des ophures noirs, donc des organismes qui sont d'assez grande taille. Mais du coup, ces organismes, d'habitude, on les échantillonne avec un chalut. Chalut, ça fait un peu de dégâts sur le fond, etc. Donc c'est mieux si on peut être moins destructeur dans nos échantillonnages. Et puis l'intérêt aussi du pagure, c'est qu'on va le traiter sur une grande surface et que donc on va pouvoir décrire les fonds à des surfaces importantes. Nous, Franck et moi, quand on a fait dans le passé des échantillons benthiques, bah on va à une station avec le bateau, puis on prend une benne, je vous montrerai des photos tout à l'heure, et puis à une station, on prélève 0,1 m². Donc on prélève à toute petite échelle. Alors, et donc, comment cette observation à petite échelle, elle peut nous renseigner sur des choses qui se passent à plus grande échelle. Peut-être que ce serait bien aussi de pouvoir observer à grande échelle. Ben, le pagure, ça permet de faire ces observations à grande échelle de manière plus cohérente avec les pressions que subissent les fonds marins. Par exemple, les pressions physiques liées au chalutage ou au dragage. Alors, ben, c'est magnifique de faire des films. Mais si après, je reviens d'une campagne à la mer, puis je vous dis, ben, il y a 50 heures de film, donc je vais prendre un étudiant ou une étudiante de bonne volonté, puis je vais l'enfermer dans une pièce, puis je vais dire, ben maintenant, tu regardes les 50 heures de film, et puis à chaque fois qu'il y a des bestioles sur une image, tu fais arrêt sur image, tu notes et tu comptes. Ben voilà, elle dit non. Parce que donc ça va être compliqué, et donc on a un bel outil, mais qui est extrêmement chronophage pour acquérir de la donnée. Quand on a une bête toutes les 10 minutes de film, ben on peut imaginer que ça va aller assez vite, et puis peut-être on a des étudiants insomniaques, ou que sais-je. Mais si on a des fonds qui ressemblent à ceux-ci, avec beaucoup d'organismes, vraiment, ça va être quasiment ingérable. Donc il faut qu'on automatise. Il faut qu'on aille vers des outils automatisés, c'est ce que font certains collègues actuellement, voilà, où, eh bien, automatiquement, quand on détecte un animal, eh bien, le logiciel est capable d'identifier cet organisme, de mettre une vignette autour, et puis ben, l'idéal après, ce serait même qu'il puisse donner un petit nom, ou du moins un groupe. D'accord ? Alors ça, c'est un type d'imagerie que l'on peut faire. Un autre type d'imagerie que l'on peut faire, c'est d'utiliser ce que l'on appelle le Sediment Profiler Image, ou SPY en anglais. Et ça, c'est un système dont vous avez une photo ici, utilisé, je pense, en Suède ou en Norvège, enfin dans un pays d'Europe du Nord. Et le principe, en fait, c'est de rentrer un coin dans la vase. Vous avez un miroir ici, puis vous avez une caméra, et vous faites en fait une photo d'une tranche de sédiment. Ici. Donc ici, vous avez l'eau, et là, vous avez le sédiment. Et puis, quand vous faites une coupe de sédiment, ben, vous pouvez voir une couche dans laquelle l'oxygène circule, qui est plutôt jaunâtre, et puis une couche dans laquelle il n'y a plus d'oxygène et qui est plutôt grisâtre ou noirâtre. Et puis, dans le sédiment, ben, il y a des organismes qui peuvent creuser des terriers, etc. Et donc, cet engin, ben, il permet de détecter ceci. Et il y a des travaux qui montrent que, ben, en fonction de l'activité biologique, en fonction de la présence de traces d'activité biologique, on peut avoir de l'information sur l'état de santé de l'écosystème. Et de nouveau, ben, il y a un besoin, c'est d'automatiser, c'est-à-dire que tous ces traits bleus, blancs et jaunes que vous voyez, ben, ce n'est pas quelqu'un qui les a fait tout doucement, mais c'est la machine qui a fait le découpage pour gagner du temps. Alors voilà, là pour le coup, c'est bien le dernier item que je voulais aborder avec vous, qui est celui de la génomique environnementale. Mais avant de vous parler génomique environnementale, on va revenir aux approches traditionnelles. Je vous ai parlé d'approches traditionnelles sur le plancton. Ça va revenir, vous inquiétez pas. C'est juste le temps que je boive un petit peu. Donc je vous ai parlé d'échantillonnage traditionnel au plancton, avec des filets. Ben, quand on s'intéresse au benthos, on va utiliser une benne, que vous pouvez voir ici, qui échantillonne 0,1 m² de sédiment. Puis on va faire 10 prélèvements à un endroit, on va prélever 1 m² de sédiment. Puis ce sédiment, benne par benne, on le met sur un tamis de 1 mm, on tamise, on récupère ce qui reste dans le tamis. Et ce qui reste dans le tamis, c'est et du vivant et du mort, des coquilles vides, etc.
Et donc, vous obtenez ceci dans une cuvette. Donc, vous voyez, là, il y a des organismes, là, il y a des vers. Puis là, il doit y avoir peut-être des bouts de cailloux, etc. Donc, après, il faut tout trier. Donc, avec une pince à épiler, vous sortez. Puis, à la fin, vous obtenez ceci. Donc, là, il y a un crabe. Là, il y a différentes sortes de vers. Là, il y a différents ceci. Là, il y a différents cela. D'accord ? Puis après, vous prenez une loupe ou un microscope et puis vous mettez un petit nom à chacun de ces organismes. C'est long, hein ? Et donc, toutes ces approches traditionnelles, que ce soit pour le benthos, pour le phytoplancton, pour le zooplancton, elles sont chronophages. Ça prend du temps. Ça nécessite une très forte expertise taxonomique qui, malheureusement, décline dans nos laboratoires. C'est parfois peu standardisé. Et puis, c'est limité à certains groupes. Je vous ai parlé tout à l'heure sur le plancton. J'ai dit les tout petits, vous ne les verrez pas en comptant comme cela au microscope. Alors, l'idée de la génomique environnementale, c'est d'utiliser l'ADN des organismes pour avoir de l'information sur qui est là ou pas là dans l'échantillon et avec quel niveau d'abondance. Alors, les approches donc, de génomique environnementale, elles reposent sur la présence d'ADN environnemental, c'est-à-dire d'ADN dans un échantillon qu'on a prélevé dans l'environnement. Alors, cet ADN prélevé dans l'environnement, il peut avoir différentes origines. Et c'est ce qui vous est représenté ici dans une goutte d'eau. D'abord, vous pouvez avoir des cellules de phytoplancton, des cellules des bactéries, et puis il y a l'ADN dans ces cellules. Mais peut-être qu'il y a un poisson qui est passé par là, puis il a perdu une écaille, ou il a perdu un petit peu de peau qui se desquamait, puis vous avez un petit morceau de peau qui flotte dans l'eau avec des cellules, et puis dedans, il y a de l'ADN. Puis vous avez des tissus, des bouts de tissus qui ont pu être arrachés. Vous avez de l'ADN qui est libre. Parce qu'il y a une cellule qui a explosé, elle est morte, et puis elle a explosé, puis l'ADN, il a été libéré dans l'eau, et puis il ne disparaît pas comme ça d'un coup de baguette magique. Donc, quand vous avez un échantillon, comme ceci, vous pouvez extraire tout l'ADN qui est présent dans cet échantillon, qu'il soit intra- ou extracellulaire. Vous avez l'ADN total dans ce tube. Et puis là, vous allez avoir plusieurs méthodes qui s'offrent à vous. La première méthode, c'est de faire de la PCR quantitative, c'est-à-dire que vous allez considérer un gène chez une espèce donnée et vous allez, par une réaction biochimique que réalise la PCR, quantifier la présence de ce gène, de cette espèce, dans votre échantillon. Vous avez peut-être fait des tests Covid il y a quelques mois, années, peut-être même récemment. Une partie des tests Covid repose sur de la PCR quantitative, au moins au début, quand on allait à la pharmacie puis qu'on recevait le résultat le lendemain. D'accord ? Donc, on peut, comme cela, détecter la présence d'un organisme, d'une espèce. Ça peut être intéressant pour détecter une espèce de phytoplancton toxique, par exemple. Vous vous intéressez qu'à cette espèce, vous voulez savoir si elle est là. Vous prélevez de l'eau, vous extrayez de l'ADN, et puis vous recherchez le gène de cette espèce qui vous pose souci. D'accord ? Mais on peut faire autrement. On peut de nouveau amplifier un gène d'intérêt, et puis ce gène d'intérêt que l'on amplifie, on va le séquencer de manière massive. Mais ce gène d'intérêt, il peut venir de tout un tas d'organismes qui avaient de l'ADN présent dans votre échantillon initial. D'accord ? Et donc, quand vous allez utiliser ces techniques de séquençage, vous allez obtenir ce qu'on appelle des barcodes moléculaires, c'est-à-dire des séquences pour un morceau de gène qui sont propres à chacune des espèces. Donc, ou aussi simplifié, on va dire à chacune des espèces. C'est une simplification un peu grossière, mais vous me pardonnerez. Donc là, vous avez un barcode qui correspond à une espèce. Là, vous avez un barcode qui correspond à une deuxième espèce. Là, vous avez un barcode qui correspond à une troisième espèce. D'accord ? Vous voyez bien que les agencements de couleurs ne sont pas les mêmes. C'est exactement comme 3 paquets de nouilles au supermarché. Vous allez au supermarché du coin, et le caissier ou la caissière elle va lire le code barre et elle va savoir si c'est telle marque de pâte ou telle autre marque de pâte. D'accord ? Juste parce que le code barre ne sera pas le même. Mais là, c'est la même chose. L'alignement des séquences ici varie d'une espèce à une autre. Et donc, si vous avez une base de données de référence qui vous permet de dire « Ah, ben, ce barcode-là, il correspond à telle espèce, celui-ci à telle autre », eh bien, vous allez pouvoir avoir une idée de la diversité des espèces qui sont présentes dans votre échantillon. D'accord ? Et puis, il y a une autre façon de faire, c'est non plus d'amplifier un gène en particulier, mais c'est de séquencer l'ensemble du gène, l'ensemble des génomes
sous forme de tout petits fragments qu'ensuite, grâce à des outils de bioinformatique, vous allez réassembler pour avoir les génomes complets d'organismes. Et ça vous permet d'obtenir de l'information sur la diversité taxonomique, mais également sur la diversité fonctionnelle, parce que vous allez pouvoir trouver certains gènes qui permettent de faire telle fonction. Utiliser l'azote sous telle forme ou utiliser l'azote sous telle autre forme, par exemple. D'accord ? Je ne vais pas insister sur toutes ces méthodes, j'ai juste vous montrer 2 résultats issus de métabarcoding pour vous montrer l'intérêt qu'il peut y avoir à utiliser ces méthodes qui sont de plus en plus populaires. Mais avant de vous montrer ces 2 exemples, je voudrais revenir un peu sur pourquoi on utilise ces méthodes et comment on va procéder. La première façon, voilà, vous avez le sédiment ici, et puis dans ce sédiment, vous avez des bactéries, des choses toutes petites, vous avez des organismes un peu plus gros, comme des nématodes, comme des petits copépodes, et puis vous avez des grosses bêtes, comme des coquillages, des vers, des ophniures. D'accord ? On voit bien que selon la bête les types d'organismes que l'on va vouloir identifier, on ne va pas procéder de la même manière. Donc si vous vous intéressez aux bactéries, vous allez prendre un tout petit peu d'échantillon, vous allez extraire l'ADN, puis vous allez essayer de savoir ce qu'il y a dedans. Si maintenant vous vous intéressez à ce qu'on appelle la méiofaune, vous allez prendre des seringues et puis vous allez prendre des échantillons un petit peu plus grands et puis vous allez extraire l'ADN dans votre échantillon avec le sédiment, avec tout compris. D'accord ? Puis vous obtiendrez la liste des espèces présentes. Évidemment, quand vous voulez faire ça avec des grosses bêtes, des vers, des oursins, des étoiles de mer, vous n'allez pas prendre une cuillère à café de sédiment pour savoir ce qu'il y a. Il n'y a pas 3 étoiles de mer dans une cuillère à café de sédiment. Donc il vous faut échantillonner plus grand. Mais vous n'allez pas échantillonner l'ADN dans 30 litres de sable. Ça n'a pas de sens. Donc vous allez prendre votre sédiment, puis vous allez le tamiser pour juste récolter les bêtes. Puis les bêtes, vous allez les broyer au mixeur à soupe. Et puis après, vous allez extraire l'ADN et puis vous aurez la liste de vos espèces qui sont présentes. D'accord ? C'est un petit peu barbare, mais c'est utilisé maintenant pour différentes études d'impact, l'aquaculture, les plateformes pétrolières offshore, les éoliennes en mer, etc. Et donc finalement, avec l'ADN, on fait à peu près la même logique que ce que l'on faisait avant. Avant, rappelez-vous, vous voulez caractériser l'environnement, vous allez faire un échantillon de plancton, de benthos, de poissons, vous allez préparer votre échantillon, vous allez passer du temps au laboratoire à trier les bestioles, puis vous allez ouvrir des livres, ce qu'on appelle des faunes, des flores, pour identifier tous les organismes présents, puis vous allez les compter, puis vous allez pouvoir après calculer des indices qui vous disent mon écosystème, il est en bonne santé, c'est bleu, il est en mauvaise santé, c'est rouge, ou c'est entre les deux et c'est orange. Là, vous allez prendre un échantillon de la même manière, mais ça, en général plus petit. Vous allez extraire l'ADN de cet échantillon, l'amplifier, faire du séquençage au débit, vérifier la qualité, et puis assigner vos séquences à cette séquence, c'est telle espèce ou c'est telle autre espèce. Okay ? Encore faut-il qu'on soit capable d'assigner, et malheureusement, il y a plein de séquences que l'on ne sait pas assigner parce que les bases de données ne sont pas suffisamment bien renseignées. Mais sinon, une fois qu'on a assigné, on fait de l'analyse et on calcule des indices et on obtient des résultats analogues à ce que l'on pouvait avoir avec les méthodes traditionnelles. Alors voilà les 2 exemples dont je voulais vous parler, et j'en aurai terminé de ce séminaire. Le premier exemple, il porte sur la recherche d'espèces non indigènes en Bretagne. Donc des espèces non indigènes, c'est des espèces qui ont été importées par les activités anthropiques, le trafic maritime, la conchiliculture, l'aquariophilie, différentes activités qui font qu'une espèce du Japon est arrivée à Roscoff alors qu'elle n'aurait jamais pu y arriver toute seule, ou une espèce de Nouvelle-Zélande est arrivée à Roscoff, et c'est pareil, elle n'aurait pas pu y arriver si on ne l'avait pas aidé. Et donc j'ai des collègues ici à la station qui ont échantillonné 10 ports de plaisance en Bretagne, donc depuis Saint-Malo jusqu'à la Trinité, et puis dans ces ports, ils ont gratté des cadraps, puis ils ont regardé tous les organismes qui étaient sur les pontons. Vous allez là au Bloscon, vous vous penchez un peu, puis vous verrez bien, il y a tout un tas de faune qui se développe sur les pontons. Donc vous grattez, vous mettez, et puis vous comptez, puis vous dites, là, il y a 3 sionnes, là, il y a 2 ceci, là, il y a 5 ceci, etc. D'accord ? Ça, c'est une façon de faire. Puis il y a une autre façon de faire, au même endroit, au lieu de vous embêter, entre guillemets, à gratter, compter, identifier, vous prélevez 2 litres d'eau, vous la filtrez sur 0,22
micromètres. Voilà. Et puis, sur ces 2 litres d'eau, vous extrayez l'ADN, et puis vous allez rechercher toutes les bêtes qui sont présentes, dont l'ADN est présent, et vous dites, ben voilà, telle espèce, elle est bien là. D'accord ? Puis après, et puis pour ça, on utilise différents marqueurs moléculaires, parce qu'on sait que certains marqueurs marchent mieux pour certaines espèces, et d'autres marqueurs marchent mieux pour d'autres. Puis on se dit, est-ce que ça marche aussi bien que quand on compte avec des yeux et des humains ? Alors les résultats, ils sont mi-figue, mi-raisin, on va dire. Donc là, vous avez la liste complète des espèces. Vous vous occupez pas des petits noms, hein, c'est pas bien grave, c'est pas ça l'intérêt. En rouge, c'est des espèces non indigènes, donc des espèces exotiques. Et puis, ici, vous avez l'automne, le printemps, et puis vous avez les différents ports, hein, depuis Saint-Malo jusqu'à la Trinité. Donc ça, c'est pour l'automne, et ça, c'est la même chose pour le printemps. Et puis, vous avez un code couleur. Donc le code couleur, c'est en rouge, on les a vus quand on a gratté le ponton, puis qu'on a étalé tout sur des feuilles de papier journal sur le ponton. En vert, on l'a eu et dans le cadras et dans l'ADN. Donc là, on est content parce qu'on a la même information avec l'approche traditionnelle ou avec l'approche innovante. Et puis en jaune, on l'a qu'avec l'ADN. Et puis là, TOT, ça veut dire que je ne me préoccupe pas du port. C'est-à-dire que si j'ai vert pour TOT, ça veut dire qu'il y a au moins un port où je l'ai eu et avec l'ADN et avec l'observation conventionnelle. Quand on regarde cette colonne TOT, on voit qu'il y a à peu près autant de vert que de rouge. Donc il y a 50% des espèces que l'on a bien identifiées avec l'ADN et qui étaient là. Et puis il y a quand même 50 espèces qu'on a vues à l'œil nu et qu'on n'a pas vues avec l'ADN. D'accord ? Donc ça reste perfectible comme méthode. Et ça peut être dû au fait que l'ADN était en trop faible concentration. Il n'y a eu que 2 litres d'eau de mer de filtré. 2 litres d'eau de mer, puis c'est de l'ADN un peu libre, ou sous forme de mucus, ou sous forme de fragments de tissu. Donc peut-être que cet ADN-là, il se dégrade assez vite et qu'on le perd. Peut-être qu'on a des problèmes de résolution taxonomique, on n'arrive pas à bien discriminer les choses. Peut-être que quand on fait la PCR, on favorise certaines espèces plutôt que d'autres. Donc ça ne marche pas parfaitement et il reste du travail à faire et de l'amélioration technologique. Mais malgré tout, des résultats encourageants. Puis surtout, ce qui est surprenant, c'est que parfois, il y a des résultats, on les a avec l'ADN et on ne les a pas avec le cadras. Et puis, je vais terminer par... On va revenir à Astan, on va revenir au nord de l'île de Bas, et on va revenir aux endroits où on prélève la température, les salinités, les sels nutritifs. Comme ça, on aura fait le tour de l'observation. Et à côté de ces mesures, on échantillonne le phytoplancton depuis 2000. Et puis, depuis 2000 également, on prélève des filtres à ADN pour appliquer ces méthodes de génomique environnementale. Et il y a une doctorante, Maria Rita Caracciolo, qui a soutenu sa thèse il y a 1 an, qui a comparé sur une période de 7-8 ans, je crois que c'est 2009 à 2016, ce que l'on voyait quand on comptait le phytoplancton et ce que l'on voyait quand on utilisait l'ADN environnemental. D'accord ? Et elle a regardé en abondance, donc le nombre de cellules, ou en richesse, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes. Et puis elle a regardé, quand on regarde à l'œil, c'est la gauche ici, et quand on utilise le moléculaire, c'est la droite ici. Vous voyez que quand on fait des approches traditionnelles, on regarde au microscope le phytoplancton dans un échantillon filé, ce qui domine, c'est ce qu'on appelle les bacillariophycées. Peut-être vous les connaissez mieux sous le nom de diatomées. Puis si vous ne les connaissez pas sous ces 2 noms, ça n'a aucune importance. Ça ressemble à cela. C'est des choses très, très dominantes dans le phytoplancton. Ça fait 25-30 micromètres. D'accord ? Et puis le deuxième groupe non négligeable, ce sont les dinophycées ou dinoflagellés. Puis vous en avez un exemple ici. Ça, c'est quand on regarde à l'œil. Puis quand on regarde avec le moléculaire, oui, on retrouve ces 2 groupes. Mais on en trouve d'autres. On trouve les cryptophytes, par exemple, qui sont importants en abondance. Vous avez représenté ici des cryptophytes. Ceux-là, on les a en culture à la station. Mais ils font 10 micromètres. Ils sont tout petits. Et ceux-là, c'est quasiment impossible de les identifier quand on regarde le phytoplancton au microscope. Vous avez ici les cercozoa. Là, vous avez une photo de cercozoa. Vous voyez, ça fait 10 micromètres. Et c'est pareil, c'est trop petit.
Puis pour terminer, ici, vous avez les syndyniales. Et les syndyniales sont des parasites. Donc les parasites, ils vivent dans une autre bestiole. Donc là, c'est clair, hein. On ne les voit pas au microscope. Par contre, quand vous utilisez l'ADN, ben, vous les avez. Et voilà, ça ressemble à ça, un syndynial. C'est pas très beau, hein. Mais il n'empêche que ça joue peut-être un rôle important pour contrôler les blooms de phytoplancton. Et si on veut comprendre la dynamique des blooms de phytoplancton, ben, peut-être que c'est intéressant de comprendre la dynamique des parasites. Et cela, c'est très difficile à obtenir par des méthodes conventionnelles. D'accord ? Et puis, ben, on peut regarder comment ça varie dans le temps. Alors, ben, malheureusement, on n'a que 9 ans. Et 9 ans, ben, c'est trop court pour voir s'il y a des tendances, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, une belle série, c'est 30 ans. Mais, malgré tout, en 9 ans, avec les méthodes traditionnelles ou avec les données de génomique, eh bien, on peut analyser comment varient nos échantillons les uns par rapport aux autres. Et puis là, on a utilisé un code couleur. Bleu, c'est l'hiver. Rouge, c'est l'automne. Orange, c'est l'été. Et vert, c'est le printemps. Et vous voyez qu'avec les méthodes traditionnelles, comme avec les méthodes moléculaires, ben on voit un très joli cycle annuel. C'est-à-dire que tous les ans, c'est la même histoire qui se répète. Avec un peu de variabilité, hein, parce que les écosystèmes sont des choses dynamiques, mais on a une très jolie saisonnalité dans la dynamique du phytoplancton ici. Alors, juste pour conclure sur ce qu'est l'observation à Roscoff, ben, l'observation à Roscoff, c'est une longue histoire d'amour qui trouve ses origines en 1952. C'est les premières observations de la température et de la salinité. Et puis, ben, on a été croissant. Alors, je n'ai pas réussi à respecter sur cette frise chronologique les distances parce qu'on observe tellement plus aujourd'hui qu'avant. Il ne faut pas accorder d'importance aux distances. Mais vous voyez, après, en 1977, on a commencé à suivre les communautés benthiques. En 1997, les paramètres physico-chimiques à basse fréquence, tous les 15 jours. En 2000, les communautés phytoplanctoniques. En 2007, ben, c'est la bouée multi-instrumentée d'Astan. Depuis 2009, ben, c'est le métabarcoding des communautés microbiennes dont je vous ai parlé. Depuis cette année, on commence à analyser le zooplancton et je suis à la recherche de crédits pour acheter un zooscan pour la station. Mais ça va, on va trouver, hein. Et puis, ben voilà, depuis 2005, on suit le méroplancton. Depuis 2021, grâce à un réseau européen, on est impliqué dans des suivis génomiques et dans la colonne d'eau et sur des substrats durs en utilisant des plaques de PVC comme ceci ou dans les fameux substrats meubles, les sables et les vases que je vous ai montrés. Et puis, depuis 2022, eh bien, je porte avec un autre collègue ici à la station un projet soutenu par le programme prioritaire de recherche Océan-Climat, donc qui s'appelle Futurops, qui regroupe 12 institutions de recherche, hein, le CNRS, différentes universités, pour promouvoir les technologies innovantes dans l'observation de l'océan. Et puis, je ne peux pas conclure sans mentionner les infrastructures de recherche qui sont aujourd'hui essentielles à nos activités, que ce soit l'IR-ILICO, qui est donc l'infrastructure de recherche littorale et côtière, qui permet de mettre en œuvre ces séries, et puis l'infrastructure de recherche Dataterra, parce que c'est une chose de ramasser des échantillons et d'obtenir des données. Encore faut-il stocker ces données et les mettre à disposition de la communauté nationale et internationale, et c'est l'objectif de cette infrastructure. Et donc, ça signifie que notre observation, aujourd'hui, elle est clairement au service de la recherche, mais également avec une forte composante opérationnelle, qu'on promeut le lien entre recherche académique et surveillance, que la recherche elle a vocation à répondre à des grandes questions sociétales. On a parlé du changement climatique, on peut parler de la qualité de l'eau, on peut parler des ressources halieutiques, qu'on est de plus en plus intégré dans des réseaux nationaux, européens et internationaux, que le développement de nouvelles technologies est essentiel à l'observation de demain dans l'océan, et puis qu'on a non seulement des besoins de technologie, mais on a besoin aussi d'experts dans le traitement de la donnée, parce que mesurer la température tous les 15 jours ou mesurer la température toutes les 10 minutes, ce n'est pas la même chose en termes de quantité de données. Les données d'imagerie, c'est cauchemardesque en nombre de téraoctets que ça engendre, et donc il y a un besoin important de scientifiques de la donnée. Voilà, merci beaucoup.